Pour nous, alors, on est une entreprise familiale, locale d'une centaine de personnes. Comme je disais tout à l'heure, voilà, intervenir pour nous sur ce monument de l'architecture mondiale et qui est pour les gens du coin quelque chose de réellement exceptionnel. C'est vraiment un honneur et un plaisir énorme, aussi bien pour les chefs d'entreprise, pour les gens qui travaillent dessus, pour les chefs de chantier qui a déjà travaillé sur pas mal de monuments. Quelque part, c'est un peu, c'est pas le bâton de maréchal, j'espère qu'il y en aura d'autres derrière, mais c'est quelque chose d'assez exceptionnel. C'est un chantier qu'on doit aborder de manière humble dans la réalisation. Le but du jeu, c'est que notre travail ne se voit pas. Le but du jeu, c'est qu'on arrive à rendre le monument tel qu'il est souhaité, tel qu'il était. Et là, par contre, c'est une grosse responsabilité. Une grosse responsabilité pour toutes les personnes qui travaillent dessus. Et donc, nous, les phases de test au début, pour bien établir tous les protocoles, à quel point on va aller décaper la peinture, jusqu'où on va chercher le grain, quel type de produit remettre dessus, comment travailler le béton, comment on va faire, voilà, par exemple, tous les éléments en béton qui ont été détériorés de manière à ce que ça ne se voit pas. Il y a eu énormément de travail et de réflexion là-dessus. Et après, ce qu'il faut, c'est avoir des gens, des compagnons passionnés, qui connaissent leur métier, qui ont déjà travaillé sur énormément de chantiers différents, qui ont emmagasiné énormément de savoir-faire, que ce soit sur le béton, sur le travail de l'enduit, sur le travail de la pierre. Là vraiment, notre chef de chantier qui est là, c'était le chantier pile poil pour lui en termes de savoir-faire. Vraiment, ça couvre tout son panel de savoir-faire. Pierre-Olivier Bennec, conservateur régional adjoint des monuments historiques à la DRAC Bourgogne-Franche-Comté. J'aurais aimé plus spécifiquement vous parler du comité scientifique en fait, qui a été créé par arrêté du préfet de région en mars 2015. Donc une décision qui est assez rare finalement dans le suivi de chantier. La DRAC est ici pour exercer ce qu'on appelle le contrôle scientifique et technique sur les monuments protégés. En l'occurrence, ce monument protégé est classé, donc le niveau le plus haut de protection au niveau national, et appartient au patrimoine mondial de l'humanité. C'est pour cette raison qu'un comité scientifique a été créé afin que les interventions sur la chapelle puissent être débattues de manière collégiale entre plusieurs instances qui avaient toute légitimité à se prononcer sur le contenu des travaux. Du plan, tant à cause des particularités du chantier, des matériaux, de la mise en œuvre, que des protocoles à mettre en œuvre qui eux-mêmes n'étaient pas forcément simples à définir. Et c'est pourquoi donc, ce comité a été créé et comprend des personnalités de l'État, donc assez logiquement la DRAC qui exerce le contrôle scientifique et technique, bien entendu le maître d'ouvrage des travaux, l'association de l'œuvre Notre-Dame du Haut, vous avez également l'architecte maître d'œuvre du projet, vous avez la Fondation Le Corbusier qui dispose d'un fonds documentaire et de droits moraux et intellectuels extrêmement importants sur l'œuvre de l'architecte, et vous avez également des personnalités qualifiées, des historiens de l'architecture, des architectes, et le LRMH, donc le Laboratoire de recherche des monuments historiques, qui est un service à compétence nationale du ministère de la Culture, qui dispose de différents pôles dédiés à différents matériaux afin de mener des recherches et des protocoles, et de mettre au point des protocoles d'intervention sur ces matériaux. En l'occurrence, c'est le béton qui pose ici la majorité des problèmes, mais pas seulement, puisqu'il y a aussi le pôle vitrail du LRMH qui est associé aux réflexions. Voilà. Donc cette instance se réunit en tant que de besoin 2 à 3 fois par an environ. Donc pour assurer le suivi du chantier, donc en général on se déplace sur le chantier pour constater les avancées, voir ensemble quelles sont les problématiques qui se posent, et puis débattre ensuite, plus généralement en salle, des questions, voilà, des apports des uns et des autres, puisque tout le monde n'a pas le même regard, c'est ça qui est très intéressant. Donc assez logiquement, il y a une partie peut-être plutôt DRAC qui veille, elle, à la conservation du monument, au fait que, de
manière administrative et régalienne, les choses se passent comme prévu par le Code du patrimoine. L'association Œuvres Notre-Dame, qui bien sûr a toute volonté de valoriser son patrimoine, de le rendre visible, de le restaurer. Vous avez le laboratoire de recherche des monuments historiques qui lui a une connaissance vraiment extrêmement technique, extrêmement pointue sur les produits qui existent sur le marché, sur les protocoles qui pourraient être mis en œuvre. L'architecte qui lui a toute la responsabilité de ce chantier, donc de coordonner les entreprises, de concevoir les études et de suivre les travaux ainsi que de les recevoir in fine. La Fondation aussi, le Corbusier, qui dispose d'un très grand fonds documentaire et qui a à cœur de préserver l'œuvre de l'architecte. Oui, je compléterai pour la question de la Fondation Le Corbusier, qui a le droit moral et le souci de la pérennité de l'œuvre construite. Et en même temps, elle fait le lien avec d'autres restaurations des bâtiments de Corbusier ou des bâtiments de la même époque. Donc il y a un tissu de connaissances qui se diffuse à travers la participation de la Fondation. Il n'y a pas que le fonds documentaire, il y a cet enrichissement de la connaissance du bâti, on peut dire contemporain, moderne. Je vais vous donner quelques chiffres par rapport à ce chantier. L'enveloppe globale s'élève tout de même à 2,7 millions. Donc on termine actuellement la tranche ferme qui s'élève à 510 000. L'ensemble des financements est réparti entre, on bénéficie donc du soutien très fort de la DRAC à hauteur de 50%. Nous avons également la région et le département qui interviennent à hauteur de 20% chacun, sachant que la région a apporté une aide supplémentaire, un complément aussi. Donc globalement, nous avons à notre charge 10%. Et ces 10% sont collectés avec le précieux soutien donc, de la Fondation du patrimoine. C'est la Fondation du patrimoine, je pense pour la plupart, hein, date de 1987, c'est une aide au financement. C'est-à-dire qu'on intervient après le passage de l'État, bien sûr, de la région, du département, et nous, on regarde le reste à charge. Et le reste à charge, on peut le traduire par une souscription, une collecte de dons qui se fait très particulier et aussi des entreprises. Puisque quand vous collectez de l'argent, évidemment, la contrepartie, vous avez une défiscalisation au titre individuel de 66%, au titre des entreprises de 60%, c'est ça, des sociétés, et puis 75% de l'impôt sur la fortune immobilière. Voilà. Donc ici, en l'occurrence, dans le petit bon de souscription, vous avez le montant des travaux 880 500, l'objet de la collecte, tout début est 80 000 €. Donc il faut qu'on trouve 80 000 € par des collectes de dons auprès des particuliers, des entreprises ou des personnes qui sont donatrices généreuses. Voilà. Alors, ces collectes de dons, il faut qu'elles soient délivrées au nom de la Fondation du patrimoine. Pourquoi? Parce que on ne veut pas accaparer les dons. Mais pour la précédente collecte qui a porté sur la tranche ferme, on a pu collecter 75 000 € bruts de dons. Plus, il y a eu 30 000 € de CGPA, qui est une assurance, grâce à la Fondation du patrimoine. Donc on est à 95 000, et la Fondation abonde pour plus de 12 000 €. C'est pour ça que l'intérêt, c'est de passer par la Fondation pour avoir un abondement qui est calculé en fin d'année entre 10 et 20%. Donc plus la Fondation recevra de dons, plus l'abondement sera important, ce qui fait que pour la précédente collecte, on a une somme de plus de 100 000 € qui est apportée par la Fondation du patrimoine, tant en collecte que par CGPMA, que par l'abondement. Voilà, donc on va renouveler ça avec plaisir et en soutenant la ONDH, l'Association de l'œuvre Notre-Dame, pour cette seconde collecte. Voilà. Donc, il y a déjà une levée de fonds une deuxième levée de fonds qui a été lancée. Hein, voilà, une deuxième levée de fonds, et je parle de celle-là, c'est sur celle qui porte sur l'objectif de collecte de 80 000 €. En sachant que nous avons entendu par le chant des sirènes, mais au Mont-Saint-Michel, je pense que le rôle de la Fondation va être encore accru, parce que la Fondation, a priori, au départ, c'est l'aide au patrimoine rural non protégé. Bon, vous allez me dire, qu'est-ce que vous faites là? Tout est protégé, mais on a aussi la possibilité de faire des collectes pour des édifices qui sont protégés au titre des monuments historiques. Donc, je pense qu'on aura encore un accroissement de nos responsabilités et j'espère de nos financements.
Parce que l'abondement de la Fondation du patrimoine vient des successions des errances que l'État nous octroie, dont l'État nous octroie une partie de leurs fonds. Voilà. Mais nous sommes surtout une aide au financement. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire, parce que tout ce que j'avais noté, ça y est, Martial en a parlé, M. Lenec a fait aussi un rappel, Jean-Jacques n'en parlerai pas, j'avais fait un petit historique. Sachez qu'il y a plus de 750 ans, on montait déjà des hameaux pour venir en pèlerinage sur la colline. 750 ans. Les incendies successifs de 1913, restauration de la chapelle en 1922, fin de restauration en 1932, et en 1944, évidemment, destruction, parce que cette colline de Bourléon est un lieu stratégique tenu par les Allemands, les Français, les Américains, et c'est pour ça que... Ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que dans les 17 sites, le Corbusier est classé au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. La chapelle, il y a non seulement la chapelle, mais vous avez l'abri du pèlerin, vous avez la maison du chapelain, et je crois la pyramide. Oui. Hein, il y a quatre éléments, hein, je parle uniquement de la chapelle. Enfin, le gros œuvre, c'est la chapelle. Voilà. Je vous remercie. Je peux me permettre. Oui. Si je peux me permettre de compléter concernant la collecte en cours qui a été lancée assez récemment. Elle vise à aider au financement des tranches opérationnelles 1 et 2, dont on a pu voir qu'elles avaient débuté sur le chantier. Et il y a déjà plus de 10 000 € qui ont été collectés grâce à l'action conjointe de la Fondation du patrimoine et de la MDH. Voilà, il y a déjà 10 000 sur les 80 000 qui sont actés. Donc maintenant, les dons, au nom de l'association, non pas de l'association, de la Fondation du patrimoine, ou par virement, ou par chèque, mettez toujours au nom de la Fondation pour pouvoir avoir l'abondement. Nous sommes des bénévoles, je vous signale. Bien sûr. Bonjour à tous. En effet, je représente ici Fratinger, président du département, que vous savez être très à l'écoute de ce qui se passe sur la colline, évidemment de par les travaux, puisque ça a été dit longuement, mais je me dois de le répéter, le département abonde à hauteur de 20% du montant total des travaux, et nous avons même voté, suite à des coûts de revalorisation, nous avons voté hier la rallonge correspondant à ce petit différentiel. Donc on a voté hier 100 000 € supplémentaires par rapport aux travaux. L'engagement du département, c'est aussi les abords, parce qu'il y a le bâtiment, en effet, il y a le bâtiment, mais il y a aussi comment on y vient. Et donc dernièrement, nous avons pu inaugurer la route d'accès à la chapelle, remaniée, remasterisée, je ne sais pas comment on peut dire, qui permet une arrivée sur la colline un petit peu plus sécurisée qu'avant, qui permet aussi que les bus puissent se croiser à différents endroits et permet la mobilité douce, notamment avec 2 pistes cyclables, une de chaque côté de la route, et un chemin piéton qui permet d'arriver aussi par le chemin historique sur l'arrivée à la chapelle, par le chemin de croix, même si on n'est pas obligé de le prendre pour monter ici, et même si la chapelle se méritant, normalement on doit faire le chemin de croix. Donc j'en profite pour dire un petit mot à M. le sous-préfet avant de partir. Il faudra que vous puissiez monter à la chapelle par le chemin de croix. On le fait ensemble. On le fait ensemble, pas de souci, parce que ça se mérite. Voilà. Donc il y a toute cette organisation qui fait que le département est content et fier d'avoir sur son territoire un site UNESCO, peut-être d'autres, je ne sais pas, et surtout sur le territoire de la communauté de communes, je change un petit peu de casquette, 2 pépites du département dédiées aux femmes quelque part, puisqu'il y a Notre-Dame-du-Haut sur la colline de Bourrimont, et la Plongée-Belle-Fille, qui est mondialement connue également pour d'autres choses, mais qui est aussi une colline et un cul-de-sac, parce qu'on est quand même aussi ici sur le cul-de-sac. Alors ça ne veut pas dire que le Tour de France viendra faire une étape ici, parce que ça va être beaucoup plus compliqué qu'à la planche, mais c'est un des atouts du département qu'on se doit de mettre en valeur, aussi bien ici que la Plongée-Belle-Fille, mais le département regorge de beaucoup de choses et une architecture 17e et 18e très riche, témoignage d'un passé très riche également, et les anciennes chapelles en étaient aussi des témoignages. Voilà, d'un point de vue plus local, l'investissement de la porterie et de la ONDH du point de vue de la commune et de la communauté de communes, c'est quelque chose qui est important pour nous également, puisqu'on a un office de tourisme au pied de la colline et des liens qui se tissent bien évidemment avec la filature. On a pu organiser dernièrement
des visites conjointes filature et colline avec des écoles d'architecture, notamment Nancy, par exemple. Et voilà, c'est quelque chose qu'on va développer avec vous, avec la OEDH également. Et puis, maintenant, alors très très local, au point de vue de la mairie, je tiens à souligner que grâce à la colline, c'est le nom de Ronchamp qui circule dans le monde entier. Et quand quelqu'un de Lure vient à Ronchamp, il dit je vais à Ronchamp, je vais à la Côte d'Or, ou je vais peut-être à la mairie de Ronchamp. Quand quelqu'un vient du Japon qui dit je vais à Ronchamp, il ne va pas en bas, il vient ici. Et dans les réunions, des fois, moi je reprends quand même un petit peu les interlocuteurs, parce que quand ils parlent de Ronchamp, ils ne parlent que de la chapelle. On oublie même souvent piano et prouvé, hein, c'est pas tant ça le souci. Mais je reprends en disant attention, Ronchamp, c'est avant tout 2800 habitants, quelques hectares de terrain, de bois, une filature, une école en bois aussi qui a le soutien de la Fondation du patrimoine également. Voilà, donc vous connaissez mon attachement pour ce site et tout ce qui va avec. Donc voilà, le message que je voulais passer, c'est avant tout un message d'optimisme et que les travaux continuent, tant mieux parce que c'est ce qu'il y a à faire. Voilà. Merci beaucoup, merci à tous. Écoutez, beaucoup a déjà été dit là, et ce que je souhaite aujourd'hui indiquer, puis pour compléter tous ces propos, hein, la première des choses, évidemment, et le représentant de la Fondation du patrimoine nous l'a dit en évoquant le Mont-Saint-Michel, quand je suis arrivé dans l'arrondissement, je me suis dit voilà notre Mont-Saint-Michel, et je crois que c'est important, et je dis ça un peu, c'est pas on peut en sourire, mais c'est pas une boutade, hein. C'est l'extrême importance de ce site pour la Haute-Saône, pour la région. Et comme M. Cornu se devait de le dire, je me dois aussi de le dire, hein, mais l'investissement de l'État dans ces travaux, hein, qui représente 50% de la tranche ferme et des 3 premières tranches optionnelles, hein, l'indique clairement, hein, c'est un sujet important. Ce sujet patrimonial, évidemment, pour le tourisme, pour l'attractivité du territoire, et puis aussi pour cette histoire, cette culture. Et puis merci au président Viraud. Donc ça fait plusieurs fois que je fais la visite avec lui, là, et à chaque fois c'est toujours aussi passionnant, et on apprend. Et merci aussi à l'entreprise et à Visati, hein, pour les travaux, vous êtes là-bas, qui sont faits là-dessus. Donc évidemment, hein, l'État dans le département, on a évoqué la DRAC, hein, évidemment les propos de M. Benec, on est derrière avec les partenaires, hein, de la région et du département qu'on a évoqué, hein, pour arriver à ce résultat de 90% de subventions dessus. Hein. Ça c'est fondamental, et on le sait pour l'association, hein, vous avez besoin de cette aide, et nous sommes là, et nous restons là bien évidemment. Plus largement, M. Cornu, le maire de Ronchamp, représentant du département, l'a évoqué aussi, hein, pour le tourisme, un tourisme de qualité, on le voit, hein, et architectural aussi. Vous avez aussi évoqué la filature, la maison en bois, peut-être aussi le passé minier, hein, qu'il faut évoquer sur Ronchamp. Tout ça fait un territoire de culture, je crois, et on le soutient à chaque fois possible, parce que c'est important pour l'arrondissement de Lure, c'est important pour le département, c'est important pour la région, bien évidemment. Peut-être deux petits sujets aussi que je veux évoquer concernant la colline et plus spécifiquement la chapelle, hein, le projet Sécuricite, hein, qui sera bientôt terminé, permettant la délivrance d'un label, hein, sur le site de la chapelle, et puis également le projet de classement, hein, qui a fait du site de la chapelle et de la colline, hein, qui a fait l'objet d'une inspection récemment, de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable, dont on attend les suites, hein, prochaines. Voilà, tout ça pour... L'histoire continue. Tout ça pour vous dire que l'histoire continue, évidemment. Merci beaucoup. On avait prévu un temps de questions-réponses pour la presse qui est présente, si vous souhaitez poser des questions ou approfondir les éléments qui vous ont été transmis. On a un petit temps qui est prévu. On m'adresse plus à nos représentants de la presse. Ou tout est... Moi j'ai juste une petite question que je n'ai pas posée tout à l'heure quand on était sur le chantier. Vous avez dit que la peinture choisie au début devait être un blanc pur, et ça n'a pas été le cas. Je ne crois pas avoir compris pourquoi. Est-ce que vous pourriez expliquer pourquoi c'est une autre peinture qui a été choisie? Alors oui, donc j'avais évoqué les deux aspects, la question de la teinte et puis la question de la nature. Hein. Alors la question de la teinte, je dirais que c'était effectivement... c'est Richard Duplat, l'architecte en chef, qui pourrait vraiment répondre. Je vais essayer de répondre pour lui.
On avait un certain nombre d'échantillons de types de peinture, peinture minérale, peinture, il y avait des échantillons de chaux aériennes qui étaient faits par l'entreprise. Donc ces panneaux étaient disposés devant la façade sud. Et je pense que la position de Richard Duplat, c'est penser un objet comme ça dans la lumière, le blanc pur, extra pur, on va dire, risquait d'être dur. C'est un peu ce que dans sa réflexion comme ça dans la négociation qui s'est fait, et c'est lui qui a vraiment défendu cette position-là. Il a pris un blanc un peu moins pur, parce qu'effectivement, moi je constate ça se révèle surtout en pleine lumière. Quand il fait gris, bon, ça pourrait être encore plus blanc, mais en pleine lumière, c'est effectivement le blanc est très fort, celui qui est donné. D'ailleurs, je voyais les compagnons maçons là, qui peignaient. Je suis arrivé un jour, ils n'avaient pas de lunettes de soleil. J'ai dit chez le chantier, ils ne peuvent pas tenir. Là, et donc ils travaillent avec des lunettes de soleil quand le soleil frappe la. Donc sur la question de la teinte, oui, dans son intimité, je dirais, de sa responsabilité, l'architecte a choisi de prendre un blanc qui soit moins dur. C'est comme ça que je l'ai ressenti. Après, la question de l'état de surface de la couleur, c'est lié à la nature de la peinture. C'est-à-dire quand on a cette choix entre peinture minérale, peinture organique, alors personnellement, moi j'aurais défendu, j'ai essayé de défendre cette peinture minérale parce que même si elle n'a pas la même capacité d'imperméabilité, bon, ça me paraissait, mais il y a une question aujourd'hui qui est une question moderne, qui dépasse la question de la production d'œuvres d'art, c'est qu'aujourd'hui, la contrainte d'un chantier, c'est que les produits doivent être garantis. Voilà. Et donc, la conservation a fait le choix d'un produit qui présentait une garantie dans la durée. Voilà. Personnellement, j'aurais des arguments contraires, parce que le fait que cette peinture soit très imperméable, ça apporte des choses un peu négatives par rapport à un mur. Bon, mais comme ce mur en même temps est creux, et que de toute façon à l'intérieur il ne sera pas traité de la même manière, donc cet argument pèse moins. Voilà. Mais donc on est confronté aujourd'hui dans les chantiers à ce problème de garantie. D'ailleurs, je peux même évoquer un autre point où je vais dire à l'architecte que je renonce à la garantie. C'est dans l'arrivée des tours sur la coque. Donc il y a une question de rapport d'étanchéité, donc il y a un traitement, il y a un bourrelet qui est dans le rapport à la coque, et dans le traitement que préconise l'étancheur qui travaille pour l'entreprise Toiture de Franche-Comté, il préconise pour la garantie d'avoir une remontée d'étanchéité sur la tour qui nous obligerait à décrépir, c'est-à-dire à retirer le traitement premier de la chapelle pour avoir cette hauteur suffisante pour avoir la garantie. Eh bien, moi, je vais dire à l'architecte, eh bien, tant pis pour la garantie, on renonce à la garantie, mais on ne touche pas à cette intégrité de la descente du crédit projeté jusqu'à ce niveau de rejet d'eau. Voilà, donc ça, c'est vraiment des discussions qu'on a, qui sont propres au chantier. Il y a d'autres questions que je peux évoquer parce que pour moi ça me paraît important. C'est que par exemple, dans un bâtiment où on accueille du public, vous avez obligation à mettre des boîtes de secours. Une boîte de secours, c'est une boîte lumineuse avec un petit personnage qui court qui vous indique les issues de sortie. On a à chaque passage de la socotec qui est chargée de vérifier les éléments de sécurité de ce bâtiment. Eh bien, c'est toujours noté qu'on n'est pas bon, c'est pas bien, parce qu'il n'y a pas ces boîtes de sécurité. Et moi, je m'oppose fortement à ces boîtes de secours, à des extincteurs, à des défibrillateurs, enfin à tout ce que la sursécurité nous impose.
ne peut pas se permettre, avec ce type de bâtiment, de le traiter comme un produit de marché. Ce n'est pas possible. Donc il y a toujours un peu du bras de fer, parce qu'effectivement, quand on m'impose ça, je dis à la conservatrice, au conservateur des monuments historiques, faites-moi un écrit pour me dégager de la responsabilité. Personne ne fait d'écrit, je vous assure. Mais bon, donc mais on a cette responsabilité, on prend ce risque de ne pas être totalement couvert pour garder l'intégrité, d'être au plus près de l'intégrité de ce bâtiment. Bon, ceci étant, les risques d'incendie. Oui, oui, parce que justement, concernant l'incendie, quand Le Corbusier a lu dans le petit livre de l'abbé, je ne sais plus son nom, Morel ou un autre, qu'il y avait destruction par incendie, par la foudre, que l'incendie au moment du bombardement, il a écrit dans la marge construire, comment on dit, quand ça va pas, Inifugé. non, mais c'est pas ce mot-là. C'est Un combustible. Un combustible, oui. Construire un combustible. Voilà, ça, c'était la règle. Et donc, il a construit un combustible. Alors, c'est pour ça qu'on joue quand même sur des points comme ça pour se défendre. Une dernière question. Sur le point de vue financier, on a discuté avant de toutes les étapes, etc. Et si je comprends bien, il y en a une qui n'est pas sûre encore pour la restauration, c'est les 2 annexes. Vous avez eu de nombreuses augmentations des coûts, etc. Comment on peut se projeter? Est-ce qu'on peut imaginer qu'on arrivera à restaurer ces 2 éléments qui sont aussi importants ou pas? Comment vous voyez la suite au niveau à la fois financier? C'est pas simple de se projeter avec l'inflation. Moi, ce que je dirais, c'est que comment tout ça va dépendre un peu de l'évolution du monde. Parce que vous savez que quand on a une responsabilité comme ça, la première qualité, c'est de prévoir. Donc on prévoit des choses, et comme vous savez, il y a une autre donnée qui est première, c'est l'imprévisible. Donc c'est pour ça qu'on est dans un monde imprévisible. Mais moi, ce qui me paraît la chose la plus naturelle du monde, c'est que le travail qu'on a engagé ici, il ne s'arrête pas. Il ne s'arrête pas. Alors, qu'on ne soit pas engagé pour les 2 bâtiments annexes, c'est pas grave parce qu'on pense quand même qu'il y a une réflexion à mener qui est celle de l'intervention sur l'abri des pèlerins. On a quand même un souhait, c'est de revenir à la pratique et à l'usage de ce bâtiment des pèlerins, qui est celui d'accueillir. Pour faire simple, c'est une petite odeur de jeunesse. Voilà, il y a de dortoir, il y a de quoi faire la cuisine, etc. Il y a un petit logement pour le père aubergiste. Voilà. Mais pour nous, on aimerait faire revivre ce bâtiment dans son statut d'origine. Le problème qui se pose, c'est encore une fois les normes de sécurité, les portes de sortie, etc. Donc on va peut-être travailler sur un projet qui est de comment intervenir sur un bâtiment classé, emblématique de l'œuvre de Le Corbusier, pour apporter des transformations minimum qui lui permettent d'assurer l'usage pour lequel il a été construit. Voilà. Donc, je dirais globalement, je pense que ce qu'on a lancé, ça ne va pas s'arrêter, mais donc il y aura des projets un peu de cette nature qui vont arriver. Donc il y a d'autres projets aussi, il y a les questions de la mise en lumière, il y a le traitement de sol, parce que moi je souhaite qu'on retire tout ce macadam et tout ça, qu'on revienne au plus près d'un sol naturel, en assurant évidemment l'accès aux pieds, l'accès à la mobilité, etc. Mais la valorisation du site, elle n'est pas prête de s'arrêter. On est dans un processus de rectification permanente. Merci. Je peux me permettre, juste pour compléter les propos du président, parce que vous parlez de sécurité, c'est quand même la première de mes préoccupations. Dans le cadre du label Sécuricide, on a trouvé à chaque fois des mesures compensatoires. Vous ne l'avez pas vu, vous l'ignorez tous, mais juste à côté du campanile, il y a un défibrillateur qui est caché aussi, dans une œuvre métallique également. Donc tout ça, en fait, c'est pas au détriment de la sécurité. Voilà. C'est juste qu'il n'y ait pas de confusion. Voilà, c'est la recherche de mesures compensatoires à chaque fois, évidemment. Des alternatives. Voilà. Le souci est permanent. Je voulais juste qu'il n'y ait pas d'incompréhension sur ce sujet-là. Merci.